Ma sœur nous a envoyé une bouteille de vin en guise d'offrande de paix. Le lendemain, elle a envoyé un texto, l'as-tu déjà bu? J'ai répondu, je l'ai bu hier soir. Elle n'a pas répondu. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti. C'était la police. La matinée avait commencé avec le genre de routine tranquille qui ne vous prévient jamais que quelque chose est sur le point de briser votre sentiment de sécurité. Je suis Chloé, j'ai 29 ans, et je n'avais aucune raison de croire que ma journée se transformerait en ce genre d'histoire que les gens se repassent dans la tête longtemps après sa fin. Tout a basculé au moment où j'ai remarqué un paquet soigneusement emballé sur mon seuil, sans la moindre explication. À l'intérieur se trouvait une bouteille de vin avec un petit mot de ma sœur qui disait « Offrande de paix, enfin ». L'écriture seule portait une raideur que je ne lui avais jamais vue auparavant. J'ai placé la bouteille dans le placard de la cuisine sans l'ouvrir, guidé par un malaise aigu que je ne pouvais justifier par la logique. Quelque chose dans le moment choisi, la formulation, le silence qui a suivi son geste s'est resserré autour de moi d'une manière que je ne pouvais ignorer. Le lendemain matin, avant même de m'être versé ma première tasse de café, un message est apparu sur mon écran avec seulement quelques mots. Ma sœur demandait, « L'as-tu déjà bu ?» Chaque partie de mon corps a réagi avant même que mon esprit ne traite la question. J'ai répondu, « Je l'ai bu hier soir », espérant que ce mensonge apaiserait l'étrange urgence qu'elle dissimulait. Au lieu de cela, l'air autour de moi est devenu plus lourd, comme si j'avais mis le pied dans quelque chose que je n'étais jamais censé toucher. 30 minutes plus tard, la sonnette a retenti encore et encore avec une insistance qui a fait monter mon pouls dans ma gorge. Quand j'ai ouvert la porte, 2 policiers se tenaient sur mon porche avec des expressions qui me disaient que ce n'était pas un malentendu. Ce qui s'est passé ensuite s'est déroulé plus vite que tout ce à quoi j'aurais pu me préparer. Si vous pensez qu'un simple cadeau entre sœurs ne devrait jamais conduire à la police à votre porte, restez avec moi, car ce qui s'est déroulé après ce moment a mis en lumière toutes les vérités de ma famille. Avant même que j'aie pu comprendre ce qui se passait, la situation a évolué vers quelque chose de bien plus grave que ce à quoi je m'attendais, et les agents qui sont entrés dans mon salon se déplaçaient avec une concentration qui a tendu l'air autour de nous. L'agent le plus âgé a commencé par expliquer qu'il répondait à un signalement concernant une bouteille de vin qui aurait pu être altérée, et il parlait avec précaution, comme s'il choisissait chaque mot pour ne pas m'alarmer trop vite. J'écoutais en essayant de calmer ma respiration, car l'idée que quelque chose à l'intérieur de ma maison nécessitait ce niveau d'intervention me troublait à un point que je ne pouvais ignorer. Il m'a demandé de décrire exactement comment la bouteille non ouverte était arrivée. Je lui ai donc dit qu'elle avait été laissée à ma porte dans un petit paquet avec un mot de ma sœur, Lise, qui avait écrit « Offrande de paix » d'une manière qui m'avait semblé anormale dès que je l'avais lu. J'ai évité de mentionner des détails non pertinents pour l'enquête, comme les différences d'âge ou les histoires personnelles, car la question qu'il posait était précise et ciblée. Je me suis concentré sur le fait de lui raconter comment le coursier avait sonné une fois, comment le paquet était resté intact, et comment j'avais placé la bouteille dans un placard après avoir décidé de ne pas l'ouvrir en raison d'un malaise persistant qui semblait plus fort que le geste lui-même. Le plus jeune agent a examiné le placard et a photographié la bouteille sous plusieurs angles avant de la placer dans un sac de preuves. Il a expliqué que le laboratoire la testerait pour déceler tout signe d'altération et que ce processus exigeait une manipulation rapide, car des retards pourraient compromettre les résultats. Quand j'ai demandé s'il pouvait me dire qui avait fait le signalement, les 2 agents ont échangé un regard silencieux qui m'a immédiatement mise mal à l'aise. L'agent le plus âgé a dit qu'il ne pouvait pas divulguer cette information à ce stade, car la plan pourrait être considéré comme faisant partie de l'enquête en cours. Son ton m'a laissé avec un mélange confus de gratitude et de peur, car quelqu'un, quelque part, croyait clairement que la bouteille présentait un risque mais ne m'avait pas contacté directement. Avant de partir, ils m'ont demandé de n'ouvrir aucun autre paquet ressemblant au premier et m'ont averti que même les cadeaux de source familière devaient rester intacts jusqu'à ce qu'ils fournissent une mise à jour officielle. Leur prudence a accentué la tension dans ma poitrine, car l'idée que je devais traiter des objets ordinaires comme des menaces potentielles me semblait surréaliste. J'ai hoché la tête en écoutant leurs instructions, même si j'avais du mal à comprendre la possibilité que quelqu'un m'envoie quelque chose nécessitant des tests médico-légaux. Après leur départ, je suis resté dans mon entrée, me remémorant la question que Lise m'avait envoyée ce matin-là. Quand elle a demandé « L'as-tu déjà bu ?» J'avais écarté l'étrangeté de ce message comme un moment de maladresse entre des sœurs qui se heurtaient souvent. Maintenant, les mots résonnaient dans mon esprit avec un poids qui refusait de s'estomper. J'ai essayé de l'appeler parce que j'avais besoin de comprendre ce qu'elle attendait et pourquoi elle avait demandé avec une telle urgence, mais elle n'a pas répondu. Au lieu de cela,
Elle a répondu par un bref message qui disait « Je voulais seulement que nous allions de l'avant », ce qui ressemblait plus à une excuse qu'à une clarification. Quand je lui ai demandé directement s'il y avait un problème avec la bouteille, elle a envoyé un autre message insistant sur le fait que les policiers devaient avoir mal compris quelque chose et qu'elle n'avait rien à voir avec leur enquête. Son ton dédaigneux a approfondi ma confusion, car j'avais l'impression qu'elle éludait le cœur de la question plutôt que d'y répondre. Je fixais ses messages en essayant de savoir si elle était effrayée, en colère ou si elle évitait simplement la responsabilité de quelque chose qu'elle préférait ne pas expliquer. Le silence qui a suivi a clairement montré que chercher des réponses auprès d'elle ne serait pas facile, et l'incertitude entourant le signalement m'a laissé plus troublé qu'auparavant. Je ne pouvais pas me défaire de l'idée que quelqu'un en savait plus qu'il ne voulait le dire, et ce savoir pesait sur moi comme un avertissement que je n'avais pas encore appris à interpréter. Plus tard cet après-midi-là, mon téléphone s'est allumé avec un appel d'un numéro inconnu qui m'a arrêté net, car quelque chose dans ma poitrine s'est serré avant même que je ne touche l'écran. J'ai répondu avec une curiosité prudente et j'ai attendu pendant une courte pause qui m'a semblé inhabituellement concentrée, comme si l'appelant déterminait si j'allais raccrocher avant qu'il ne parvienne à parler. Quand il s'est finalement présenté comme le mari de ma sœur, Marc Fournier, ma prise sur le téléphone a changé, car sa présence dans cette situation était quelque chose que je n'avais jamais anticipé. Marc a baissé la voix en disant qu'il espérait que j'avais un moment pour écouter, créant un ton qui portait plus l'urgence que la politesse. J'ai demandé pourquoi il m'appelait directement au lieu de laisser Lise gérer ce qu'elle pensait devoir être réglé. Son souffle s'est coupé avant qu'il ne dise « Je dois vous le dire moi-même parce que vous ne réalisez peut-être pas le danger que vous avez failli courir ». Le poids derrière ces mots a fait grimper mon pouls alors que je me déplaçais vers un coin plus calme de la pièce, essayant de ne pas imaginer les pires scénarios. Il a expliqué qu'il avait contacté la police plus tôt dans la journée après avoir réalisé que Lise avait manipulé la bouteille de vin avec des mouvements qu'il associait à la dissimulation plutôt qu'à un simple emballage cadeau. Il a décrit l'avoir vue planer au-dessus du comptoir avec une précision nerveuse et marmonnée pour elle-même tout en repositionnant la bouteille à plusieurs reprises. Selon lui, elle sursautait à chaque fois qu'il entrait dans la cuisine, comme si elle craignait qu'il ne remette en question ses intentions. Il a dit qu'il s'était senti mal à l'aise quand elle avait placé le paquet terminé près de la porte avec une expression qu'il ne pouvait pas déchiffrer. Sa voix tremblait légèrement quand il a ajouté « Elle n'agissait pas comme quelqu'un qui essaie de s'excuser auprès de sa sœur ». J'ai demandé comment il savait que la bouteille m'était destinée, et il a dit que Lise avait murmuré quelque chose comme « Elle comprendra enfin », en nouant le ruban, ce qui l'a suffisamment troublé pour rester éveillé longtemps après qu'elle se soit endormie. Il a avoué qu'il avait hésité à m'appeler pendant la nuit, mais qu'il n'avait pas pu se résoudre à briser le calme fragile qui régnait dans la maison. Son hésitation s'est dissipée quand il a découvert que le vin avait disparu de la cuisine le lendemain matin, le poussant à contacter les autorités avant que Lise ne se réveille. Pendant qu'il parlait, j'essayais de calmer ma respiration, car chaque partie de son récit entraînait la situation dans un espace pour lequel je n'étais pas préparé. J'ai demandé pourquoi il avait décidé de tout révéler maintenant, et Marc a dit qu'il craignait des conséquences juridiques s'il m'arrivait quelque chose et qu'il gardait le silence. Il a précisé qu'il se souciait de se protéger, mais qu'il s'inquiétait aussi sincèrement pour ma sécurité après avoir vu Lise sombrer dans un comportement qu'il ne pouvait plus rationaliser. Son honnêteté, bien qu'imparfaite, révélait un homme piégé entre la loyauté et la peur. Il a admis que vivre avec Lise était devenu imprévisible, avec des disputes qui s'intensifiaient avant qu'il ne puisse intervenir. Il a décrit des nuits où elle se déplaçait dans leur maison en faisant les 100 pas, agacée, saisissant des objets sans but, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle avait déjà perdu. Il m'a exhorté à éviter de la confronter directement, car il croyait qu'elle pourrait interpréter tout défi comme une trahison. Marc m'a averti que Lise ne pensait pas clairement et pourrait réagir impulsivement si elle sentait que son plan avait été découvert. Son ton portait un regret tendu alors qu'il disait « J'aurais dû intervenir plus tôt, mais je continuais d'espérer que les choses se calmeraient. » Elles ne l'ont jamais fait. Sa confession m'a laissé silencieuse, traitant la prise de conscience qu'il avait plus peur de Lise que je ne l'avais jamais été, ce qui m'a forcé à reconsidérer tout ce que je pensais comprendre de leur mariage. Le choc s'est installé profondément quand il a confirmé que Lise n'avait pas appelé la police et n'avait aucune idée que ses actions faisaient l'objet d'une enquête. J'ai eu du mal à répondre, car ce détail changeait toute la narration des dernières heures. Apprendre que la personne qui était intervenue n'était pas ma sœur, mais l'homme le plus proche d'elle, a créé une fracture dans ma compréhension de leur relation et de ma place au sein de la crise. J'ai remercié Marc de m'avoir contacté, bien que les mots me semblaient insuffisants pour la complexité de ce qu'il venait de révéler. 2 jours plus tard, j'ai finalement reçu l'appel que j'attendais avec appréhension,
et au moment où j'ai entendu la voix du policier, mes épaules se sont raidies, comme si mon corps comprenait déjà ce que la mise à jour signifierait pour tout ce qui allait suivre. Il a expliqué que le dépistage préliminaire soulevait des inquiétudes quant à une possible altération. Et bien qu'il ait évité de tirer des conclusions, les pauses prudentes dans ses phrases me disaient que la situation était plus grave qu'il ne pouvait le révéler à ce stade. Il a dit que la bouteille avait été transférée pour des tests spécialisés et qu'ils avaient besoin de ma coopération pour les prochaines étapes, y compris un entretien de suivi une fois le rapport complet revenu. J'ai accepté tout en essayant de stabiliser ma respiration, car chaque détail qu'il partageait rendait le sol sous mes pieds un peu moins stable. Après la fin de l'appel, j'ai fixé mon téléphone pendant un long moment avant de décider que je devais avoir des nouvelles directement de Lise, car son silence restait un nœud dans ma poitrine. Quand elle a décroché, il n'y avait ni salutation ni la moindre trace d'inquiétude dans son ton. Au moment où j'ai essayé d'expliquer la situation, elle m'a interrompu avec une accusation cinglante, disant que j'essayais de la faire accuser de quelque chose avec lequel elle n'avait rien à voir. Elle a affirmé que l'intervention de la police était ma façon de la punir pour des problèmes qui, selon elle, n'avaient jamais vraiment existé, et l'hostilité dans sa voix a augmenté si brusquement que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. Elle a insisté sur le fait que la bouteille était un simple geste et que j'étais déterminé à déformer ses intentions en quelque chose de malveillant juste pour me faire passer pour une victime. La conversation a dégénéré si vite que j'ai à peine reconnu la personne qui parlait à l'autre bout du fil, car sa défense ressemblait moins à de l'indignation qu'à quelqu'un s'accrochant à n'importe quel récit qui l'empêchait d'affronter une vérité qu'elle ne voulait pas découvrir. Quand j'ai raccroché, le poids de cet échange a persisté, et j'ai contacté quelques parents dans l'espoir d'obtenir une perspective, pour me rendre compte à quel point la famille était profondément divisée. Une poignée d'entre eux croyaient que j'exagérais et insistaient sur le fait que Lise n'agirait jamais de manière imprudente. Ils ont répété que le cadeau n'était rien de plus qu'un malentendu amplifié par ma prétendue sensibilité, et leur ton portait l'implication indubitable que c'était moi qui perturbais l'équilibre de la famille. Pendant ce temps, d'autres ont avoué à voix plus basse qu'ils avaient remarqué des changements troublants dans le comportement de Lise bien avant cet incident, bien qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à ce que les choses dégénèrent au point de nécessiter l'intervention de la police. Une cousine m'a dit qu'elle avait pris ses distances avec Lise des mois plus tôt après avoir été témoin de sautes d'humeur imprévisibles qui rendaient les conversations dangereuses. Ces opinions fragmentées ont créé une tension qui pressait des deux côtés jusqu'à ce que je me sente comme si j'avais été poussé au centre d'un conflit qu'aucun d'eux ne voulait affronter directement. Chaque tentative d'expliquer ce que les policiers m'avaient dit n'a fait qu'approfondir le fossé, car ceux qui défendaient Lise rejetaient entièrement l'enquête, tandis que les autres m'exhortaient à être prudente avec elle. La tension de naviguer entre ces réactions m'a épuisé, car je me suis retrouvé à justifier des préoccupations qui auraient dû être évidentes pour quiconque était disposé à regarder au-delà du déni. J'ai réalisé que le chaos entourant cette situation ne venait pas seulement de la bouteille, mais des années de conflits tacites que tout le monde avait choisi d'ignorer jusqu'à présent. Un changement est devenu apparent lorsque Marc a cessé de protéger Lise des conséquences de ses décisions, et le changement de ton lors de nos brèves conversations a révélé un homme qui ne reconnaissait plus la partenaire avec qui il vivait. Il n'adoucissait plus ses mots en discutant de ses actions et n'essayait plus de rationaliser son comportement comme un stress temporaire. Au lieu de cela, il parlait avec une résignation tranquille qui montrait clairement que quelque chose à l'intérieur de leur mariage s'était fracturé de manière peut-être irrémédiable, et entendre cela m'a laissé avec une compréhension troublante que les dégâts s'étendaient bien au-delà de l'enquête seule. Quelques jours plus tard, Marc m'a demandé de le rencontrer dans un lieu neutre. Et bien que son message fût bref, quelque chose dans sa formulation indiquait clairement que ce qu'il avait à partager pourrait changer la direction de tout ce qui se déroulait autour de nous. J'ai choisi un café tranquille près de la périphérie de la ville, car la distance offrait une séparation suffisante du bruit qui avait entouré ma life depuis le début de l'enquête. Quand je suis arrivé, Marc était déjà assis, et la tension sur son visage portait un poids que je ne lui avais jamais vu auparavant. Il a attendu que je m'installe dans la chaise en face de lui avant de fouiller dans son sac à dos avec une lenteur délibérée qui révélait à quel point il avait hésité à apporter ce qu'il s'apprêtait à me montrer. Marc a posé son téléphone sur la table et a ouvert un dossier de clip enregistré par la caméra de leur sonnette, expliquant qu'il avait examiné les images après s'être senti mal à l'aise à propos du comportement de Lise le jour où elle avait envoyé la bouteille. La première vidéo montrait Lise sortant, regardant autour d'elle à plusieurs reprises avec une énergie agitée qui suggérait qu'elle craignait d'être observée. Elle portait la bouteille de vin enveloppée dans un torchon au lieu de l'emballage d'origine, et ses mains bougeaient avec une précision hâtive qui ne correspondait pas à l'explication calme qu'elle m'avait donnée plus tôt sur l'envoi d'une offrande de paix. Lorsqu'elle a placé la bouteille dans la boîte de livraison, elle a fait une longue pause comme si elle répétait une excuse pour plus tard,
et la vue de cette hésitation a envoyé une lourdeur froide dans ma poitrine. Marc a ensuite affiché un fil de messages que Lise avait échangé avec son ami, et le ton de ces conversations exposait des intentions qui anéantissaient tout espoir persistant que cette situation ait pu être un malentendu. Elle faisait référence à son plan indirectement mais sans équivoque, se vantant que je comprendrais enfin les limites, une fois que j'aurais reçu le cadeau. La formulation était assez vague pour qu'elle ait probablement cru que cela la protégeait, mais le contexte rendait ses motivations impossibles à nier. Marc a expliqué qu'il avait imprimé des copies pour les détectives, car il pensait que les retenir le rendrait complice, et cette prise de conscience l'avait hanté pendant des jours avant qu'il ne se décide finalement à agir. J'ai demandé comment la police avait réagi lorsqu'il avait remis les dossiers, et il a dit qu'ils avaient traité le matériel comme une preuve significative qui pourrait faire basculer l'affaire dans une catégorie plus sérieuse. Une fois que le laboratoire a terminé l'analyse finale, il a décrit la réaction des policiers avec un ton prudent, comme si revivre le moment le forçait à reconnaître la gravité de prendre parti contre sa propre épouse. Il lui avait demandé des dépositions et posé plusieurs questions de suivi pour clarifier la chronologie. Et bien qu'il ait pleinement coopéré, il a admis avoir ressenti un mélange de honte et de soulagement pendant tout le processus. Son conflit moral était clair, mais sa conviction que la vérité importait plus que la loyauté au sein d'un mariage brisé révélait à quel point les choses s'étaient détériorées derrière leurs portes closes. La nouvelle de son implication est parvenue au reste de la famille plus tôt que prévu, et les retombées ont approfondi les fractures qui se formaient déjà depuis le jour où l'enquête a commencé. Certains parents ont accusé Marc de trahir Lise, refusant de reconnaître la gravité de ce qu'elle avait fait, tandis que d'autres l'ont remercié en privé d'être intervenu, car ils croyaient que la situation avait dépassé le point où le silence pouvait protéger qui que ce soit. J'ai vu la famille se désagréger en camps séparés, et le schéma du déni est devenu plus apparent chaque fois que quelqu'un insistait sur le fait que Lise n'agirait jamais avec une intention nuisible, malgré les preuves croissantes. Alors que Marc continuait de parler, il a avoué que Lise avait changé son histoire plusieurs fois lorsqu'elle était interrogée par la police. Elle a offert des explications qui contredisaient ses déclarations antérieures, et chaque version contredisait la précédente si complètement que les enquêteurs ont noté les incohérences. Sa crédibilité s'est rapidement érodée, et bien que Marc ne prenne aucun plaisir à assister à cet effondrement, il a reconnu que cette débâcle exposait des parties d'elle qu'il avait ignorées pendant des années. Au moment où nous avons fini de parler, j'ai compris avec une clarté douloureuse que les actions de Lise avaient franchi une ligne que je croyais autrefois qu'elle n'approcherait jamais. Le danger ne semblait plus hypothétique. Il était réel, documenté et soutenu par des preuves de la personne qui la connaissait le plus intimement. Je suis reparti de la réunion, consciente que tout ce qui suivrait remodèlerait la famille de façon permanente, et que rien ne redeviendrait comme avant. Une tension silencieuse s'est installée au cours de la semaine suivante, alors que l'enquête progressait avec une détermination qui signalait à quel point les détectives se croyaient proches d'exposer ce qui avait alimenté la série choquante d'événements. Lorsqu'ils m'ont contacté à nouveau, leurs questions étaient plus précises, laissant entrevoir un cercle de témoins qui s'élargissait et une compréhension plus claire des schémas qu'ils tentaient de cartographier. Je sentais que les fils qu'ils tiraient commençaient à converger vers une histoire que je n'avais jamais pleinement affrontée et une histoire impliquant le comportement de Lise bien avant que la bouteille de vin n'atteigne mon seuil. Les détectives ont expliqué qu'ils avaient mené une nouvelle série d'entretiens avec des parents qui avaient interagi avec Lise au cours des mois précédant l'incident et, selon eux, les réponses ont révélé des détails préoccupants. Plusieurs membres de la famille se sont souvenus d'anciennes disputes qui semblaient toujours s'envenimer lorsque mon nom était mentionné, comme si la simple mention provoquait quelque chose de fragile en elle. Ils ont décrit des épisodes qui laissaient entrevoir un ressentiment latent, et bien qu'aucun d'entre eux n'ait auparavant lié ces moments à une escalade potentielle, le schéma est apparu avec une clarté troublante une fois que les enquêteurs ont aligné les déclarations. Ce qui m'a le plus troublé, c'est la décision des détectives de perquisitionner l'espace de stockage de Lise après avoir obtenu l'approbation du tribunal sur la base du matériel que Marc avait déjà fourni. Ils m'ont informé que la perquisition avait mis au jour un petit outil recouvert d'un résidu qui correspondait aux marques d'altération sur la bouteille de vin. L'objet semblait avoir été nettoyé à la hâte, mais des traces du même matériau trouvées sur le bouchon étaient encore présentes dans ses rainures. En entendant cela, j'ai ressenti un choc de désorientation émotionnelle, car la découverte éliminait tout espoir persistant que Lise puisse invoquer la négligence plutôt que l'intention délibérée. Marc m'a contacté plus tard pour m'expliquer comment les détectives l'avaient de nouveau interrogé, se concentrant cette fois sur des interactions subtiles qu'il avait précédemment négligées. Il a admis que leurs questions l'avaient forcé à réévaluer des moments qu'il avait autrefois considérés comme de simples désaccords. Selon lui, Lise avait montré de fortes réactions chaque fois qu'il l'encourageait à maintenir des limites plus saines avec moi.
Il a réalisé qu'elle déformait souvent des problèmes mineurs en affronts imaginaires, et que son ressentiment s'était approfondi à un niveau qu'il n'avait jamais reconnu jusqu'à ce que l'enquête le force à affronter la vérité. Sa voix portait un chagrin sourd alors qu'il décrivait l'effondrement des récits sur lesquels il s'était autrefois appuyé pour donner un sens à leur mariage. À mesure que les preuves s'accumulaient, j'ai commencé à voir que Lise ne me considérait plus comme une sœur depuis longtemps. Les enquêteurs ont partagé leur interprétation, suggérant que le mobile provenait probablement d'un schéma soutenu de jalousie aggravé par un besoin de contrôle. Et quand ils ont dit cela, j'ai senti une reconnaissance inconfortable s'installer en moi. Je me suis souvenu d'interactions passées où elle insistait sur le fait que je lui devais une loyauté qui dépassait de loin les attentes fraternelles typiques. Ces exigences m'avaient autrefois semblé pesantes mais familières, mais dans le contexte de l'enquête, elles pointaient vers un état d'esprit façonné par la compétition plutôt que par la parenté. Les détectives ont expliqué que Lise avait tenté de fournir des explications pour l'outil trouvé dans son espace de stockage. Cependant, chaque version contredisait la précédente. Ces déclarations changeantes ont sapé sa crédibilité si gravement que même les parents qui la défendaient autrefois ont commencé à se rétracter de leur position antérieure. La dynamique familiale s'est détériorée en conversations tendues où le déni se heurtait à la reconnaissance. Et bien que personne ne voulait croire Lise capable d'un tel mal, les preuves les ont forcés à abandonner toute tentative d'adoucir la réalité. Le changement dans leurs attitudes est devenu plus prononcé à mesure que les mises à jour continuaient de faire surface. J'ai vu la famille affronter la vérité inconfortable que les actions de Lise n'étaient pas le produit d'une erreur spontanée. Elle avait agi avec une intention façonnée par un ressentiment de longue date, et cette prise de conscience a démantelé des années d'excuses qu'ils avaient utilisées pour rationaliser son comportement. J'ai compris que cette acceptation fracturerait les relations pour longtemps. Cependant, j'ai aussi reconnu que la clarté, aussi douloureuse soit-elle, offrait le seul chemin à suivre. Quelques semaines plus tard, la tension entourant l'enquête a atteint un point où chaque nouveau développement ressemblait à un glissement de terrain sous nos pieds. Je sentais que la situation avait commencé à remodeler les relations au sein de la famille. Et lorsque Marc m'a de nouveau contacté, sa voix portait une certitude épuisée qui suggérait qu'il avait atteint un point de rupture. Il m'a dit qu'il avait pris une décision qu'il avait repoussée depuis bien trop longtemps, une décision qui redéfinirait tout ce qui était lié à Lise et à l'avenir qu'ils avaient autrefois planifié ensemble. Marc a expliqué qu'il avait demandé le divorce après avoir rencontré son avocat, et bien qu'il ait ressenti une certaine tristesse pour l'effondrement de leur mariage, il a admis que les preuves recueillies par les enquêteurs ne lui laissaient aucune marge de manœuvre pour rester. Il a dit que continuer à vivre avec Lise lui semblait dangereux, tant sur le plan émotionnel que juridique, et que son refus de reconnaître tout acte répréhensible l'avait convaincu que la réconciliation était impossible. Lorsqu'il a décrit comment il avait signé les documents finaux, sa voix portait la fermeté de quelqu'un qui avait accepté une vérité douloureuse après des mois de tourmente. La réaction de Lise a été immédiate et explosive. Selon Marc, elle l'a confronté avec une fureur qu'il n'avait jamais vue, insistant sur le fait qu'il l'avait trahi et l'accusant de conspirer avec moi. Elle a refusé d'accepter les raisons qu'il a données et a tenté de nous rejeter toute la responsabilité, comme si admettre sa faute aurait démêlé la version de la réalité qu'elle s'était construite. Sa colère croissante a forcé Marc à quitter temporairement la maison, et il m'a dit que les enquêteurs lui avaient conseillé de limiter toute interaction non nécessaire avec elle pendant le processus en cours. J'ai appris plus tard des détectives qu'ils avaient émis des mesures de protection empêchant Lise de me contacter directement, et entendre cela m'a apporté un mélange complexe de soulagement et de tristesse. Leur décision indiquait qu'ils considéraient son comportement comme suffisamment imprévisible pour justifier des restrictions. Ils m'ont encouragé à continuer de documenter toute tentative indirecte qu'elle pourrait faire, y compris des messages par l'intermédiaire de parents ou des réseaux sociaux. Bien que la situation me semblât surréaliste, j'ai apprécié la clarté qui venait du fait de savoir que les limites étaient légalement appliquées plutôt que simplement suggérées. Les réactions de la famille se sont intensifiées lorsque le divorce est devenu public dans notre cercle. Certains parents qui avaient longtemps défendu Lise se sont trouvés incapables de concilier leur soutien antérieur avec les preuves accablantes, tandis que d'autres peinaient à comprendre comment la situation avait pu dégénérer si gravement. Les conversations sont devenues tendues à mesure que des loyautés conflictuelles ont fait surface. Pourtant, le changement s'est progressivement installé dans une seule direction. Pour la première fois, mes parents et les membres de la famille de Marc ont exprimé leur soutien au processus juridique plutôt que de trouver des excuses pour les actions de Lise. Leur volonté de reconnaître la vérité a marqué un tournant que je n'avais jamais attendu, surtout compte tenu du nombre de fois où l'on m'avait exhorté par le passé à maintenir la paix. Marc et moi sommes restés en contact en raison de l'enquête en cours,
et chaque conversation révélait à quel point le comportement de Lise l'avait affecté. Il a expliqué que le divorce n'était pas simplement une réaction à l'incident de la bouteille de vin, mais plutôt l'aboutissement d'années au cours desquelles une manipulation subtile, des récits déformés et une volatilité émotionnelle avaient contrôlé la direction de leur relation. L'enquête l'avait forcé à voir ces schémas clairement, et il a admis que sans la pression extérieure, il aurait peut-être continué à rationaliser son comportement indéfiniment. Quant à moi, le poids émotionnel de la situation s'est installé plus lourdement que je ne l'avais prévu. L'ordonnance de protection offrait une sécurité tangible, mais elle confirmait aussi que le lien que je croyais autrefois indestructible s'était détérioré au-delà de toute réparation. J'ai réalisé que maintenir un lien quelconque avec Lise ne ferait qu'inviter à plus d'instabilité, et accepter cette vérité a apporté à la fois du chagrin et de la clarté. Les enquêteurs m'ont rappelé que la séparation dans des situations comme celle-ci servait souvent de fondation à la guérison plutôt que d'acte d'abandon. Les événements de ces semaines m'ont laissé avec une compréhension aiguisée de jusqu'où le ressentiment pouvait évoluer lorsqu'il n'est pas traité. Alors que la famille s'adaptait progressivement à la nouvelle réalité, j'ai reconnu que prendre mes distances avec Lise n'était pas seulement nécessaire, mais essentiel pour mon bien-être. L'effondrement de son mariage et les restrictions qui lui ont été imposées ont forcé toutes les personnes impliquées à affronter les conséquences de ses actions sans le bouclier du déni. Un mois plus tard, j'ai enfin vu toute la situation avec une clarté qui me semblait inconnue, comme si le chaos des dernières semaines avait forcé chaque vérité cachée à remonter à la surface. L'enquête se poursuivait à un rythme régulier, mais la tempête émotionnelle qui m'avait autrefois consumé ne dictait plus mes pensées. Je sentais que ma vie avait commencé à se reconstruire de manière petite mais significative, et la distance créée entre moi-même et la tourmente m'a apporté une perspective que je n'aurais jamais pensé acquérir. Les détectives m'ont informé que Lise avait été placée sous supervision thérapeutique obligatoire après qu'une évaluation psychologique ait révélé des schémas de fixation compulsive et de ressentiment non gérés. La décision du tribunal l'obligeait à assister à des séances hebdomadaires, et elle a été avertie que tout manquement à cette obligation entraînerait des mesures légales supplémentaires. Apprendre cela m'a laissé partager, car bien que la responsabilité soit nécessaire, la réalité de son état me rappelait que la personne causant tant de douleur était aussi profondément instable. Pourtant, je comprenais que le traitement et la loi étaient les seules limites capables d'empêcher un autre incident. Peu de temps après, j'ai appris que Marc avait déménagé à Lyon. Il m'a dit lors d'un bref appel que la distance lui semblait essentielle pour retrouver un semblant de normalité après la dévastation émotionnelle de leur mariage. Il parlait calmement, mais l'épuisement derrière chaque mot révélait à quel point les dernières années avaient pesé sur lui. Il a dit qu'il espérait que le changement d'environnement lui offrirait un endroit où il pourrait redécouvrir sa propre identité, et je lui ai souhaité bonne chance avec une sincérité née de la reconnaissance de la profondeur avec laquelle cette épreuve l'avait transformé. Pour moi, les changements sont arrivés de manière plus silencieuse mais tout aussi décisive. J'ai établi des limites fermes au sein de ma famille, ne me permettant plus d'être la personne qui absorbe chaque conflit ou essaie de maintenir l'harmonie au détriment de ma propre stabilité. Les conversations qui me laissaient autrefois anxieuse se terminaient maintenant rapidement, car je refusais de participer à des négociations émotionnelles qui ne servaient à rien. J'ai reconquis l'espace paisible de ma maison, restructuré mes routines et remarqué comment l'absence de tension constante créait de la place pour une version plus stable et plus calme de moi-même. En réfléchissant au passé, une vérité douloureuse est devenue impossible à ignorer. Tous les liens formés par le sang ne sont pas destinés à être préservés, et certaines relations se fracturent si profondément que la proximité devient dangereuse. Je croyais autrefois que la patience et la compréhension pouvaient résoudre presque n'importe quel conflit. Cependant, les événements entourant Lise ont entièrement démantelé cette croyance. Ses actions avaient été délibérées, enracinées dans un ressentiment bien plus ancien que l'incident de la bouteille de vin, et reconnaître cela m'a forcé à accepter que maintenir des liens avec elle n'était plus un acte de loyauté, mais une invitation à plus de mal. La décision finale est venue tranquillement. Après plusieurs conversations avec les enquêteurs et ma propre introspection, j'ai choisi de couper tout contact restant avec Lise. J'ai bloqué tous les canaux par lesquels elle pouvait m'atteindre et j'ai informé les autorités que je souhaitais maintenir les mesures de protection indéfiniment. Il n'y a pas eu de confrontation dramatique, pas d'échange final d'accusations. La relation a simplement pris fin, se dissolvant sous le poids de tout ce qui s'était passé. Aussi douloureux que cela ait été, la décision a apporté un sentiment de soulagement qui s'est répandu en moi comme la première bouffée d'air après être remonté des profondeurs. Dans les semaines qui ont suivi, je me suis concentré sur la reconquête de la stabilité. J'ai passé plus de temps avec des amis qui manqueraient,
j'ai exploré des passe-temps que j'avais ignorés et je me suis permis de ressentir la satisfaction tranquille de vivre sans craindre le prochain choc imprévisible. Le processus de guérison s'est déroulé slowly, mais chaque petit pas en avant me rappelait que la survie n'était pas le seul objectif. La paix, autrefois inaccessible, faisait enfin partie de ma vie quotidienne. Au moment où j'ai regardé en arrière sur tout cela, la conclusion m'a semblé indubitable. Mettre fin à la relation avec Lise n'était pas une trahison de la famille, mais une affirmation de mon droit à la sécurité, à la clarté et à la santé émotionnelle. Cela a marqué le début d'une vie qui n'était plus façonnée par son chaos. Certaines leçons ne se révèlent que lorsque les personnes en qui nous avons le plus confiance deviennent la source de notre plus grande souffrance. J'ai appris que protéger mon bien-être n'est pas égoïste, et que les limites ne sont pas des punitions mais des bouées de sauvetage. La loyauté familiale ne peut excuser un comportement destructeur, et le pardon ne peut remplacer la responsabilité. Lorsque quelqu'un choisit à plusieurs reprises le ressentiment plutôt que l'amour, l'acte le plus courageux est de s'éloigner pour que la guérison puisse enfin commencer. Merci d'être resté avec moi tout au long de ce difficile voyage et d'avoir donné de l'espace à une histoire qui n'a jamais été facile à partager. Votre soutien signifie plus que vous ne l'imaginez. Si une partie de cette expérience a résonné en vous, je vous invite à partager vos pensées ou votre propre histoire dans les commentaires. Votre voix pourrait être exactement